Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus assister au débat organisé ce soir par les sociétés napoléoniennes. Merci à Marc Lassor qui va filmer cet échange pour nos archives. Et un grand merci à Tess de nous accueillir pour ce rendez-vous culturel et festif. Voilà, alors ce soir, nous recevons Jean-Michel Dahan-Dolady, membre historique de la Société napoléonienne de Marseille. Merci à toutes et à tous. Et Jean-Baptiste Chiki Budjeia, doctorant en histoire, qui vont échanger leur point de vue sur le sujet suivant. Napoléon fut-il un continuateur ou un fossoyeur de la Révolution? Et pour ma part, j'assurerai la modération des échanges. Alors, je vous rappelle les 4 grandes questions qui vont être abordées ce soir au cours du débat. Première question, Napoléon a-t-il respecté les principes de la Révolution? Égalité, liberté, fraternité et laïcité. La deuxième question, Napoléon a-t-il conservé les institutions révolutionnaires? La troisième question, les guerres napoléoniennes ont-elles été un moyen de propager les idées de la Révolution ou répondèrent-elles plutôt à une logique impérialiste? Et la dernière question, les monarchistes auraient-ils repris le pouvoir si Napoléon n'était pas arrivé là? Voilà, donc pour vous expliquer comment le débat va se dérouler, sur ces 4 questions, on va donner un quart d'heure à chacune de ces questions. Donc les 2 intervenants vont se partager ce quart d'heure. Et à la fin donc, des 4 questions, en guise de conclusion, je vais vous demander à tous les deux de faire un bref, de rappeler brièvement vos arguments en 3 minutes, pas plus. Ensuite, le public fera part de ces questions, de ces observations. Et finalement, l'échange va se clôturer par un vote à main levée pour continuateur ou pour fossoyeur de la Révolution. Avec ou sans guillotine? Sans. Sans. On va tous vous repérer. Donc pour commencer, donc la première question, Napoléon a-t-il respecté les principes révolutionnaires? Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Donc c'est la première question. Et pour commencer, et afin de respecter l'égalité d'échange et de traitement entre les 2 intervenants, je vais tirer au sort. Par contre, je n'ai pas une pièce. Est-ce que quelqu'un a une pièce de monnaie pour... Un billet, ça va? Elle ne les rend jamais. Alors, bon, si quelqu'un a une pièce... Si, j'en ai une pièce. Ça y est, Corinne m'en donne. C'est que des pièces jaunes. Hein. Ça va, c'est fait. Allez. Donc, on va faire face et pile. Allez, avec ou le personne. contraire. Non, je m'en fous. Non, c'est très bien. Très bien. Bon. Allez, pile. Et nous sommes sur face. Bon. Très bien. C'est bien. Ma pièce. Donc, c'est Jean-Baptiste qui va commencer. Donc, vous avez commencé pour la question 1. Jean-Michel commencera pour la question 2. D'accord. Question 3, c'est vous. Et question 4, 4, c'est moi. c'est D'accord. vous. Ça vous convient? Oui. Allez, je vous laisse. Très bien, je vous remercie. Je vous laisse parler. Un préalable. Alors déjà, je m'excuse de nouveau d'être arrivé en retard. Et dans la mesure où je ne vais pas défendre le point de vue de Napoléon, continuateur de la Révolution française, je tiens à préciser que je ne vais pas faire du Napoléon bashing, comme on dit en bon français. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause les qualités d'homme d'État de Napoléon. Elles sont indéniables. Ni son génie militaire, il est absolument incontestable. Napoléon fut évidemment un visionnaire. La question est de savoir si effectivement il a poursuivi ou non la Révolution française en respectant ses principes intrinsèques. De mon point de vue, la réponse est non. Encore faudrait-il s'accorder sur de quelle révolution parle-t-on, puisqu'il y a plusieurs révolutions dans la Révolution, avec des factions différentes, des personnalités qui ont abordé les questions mêmes, les principes de liberté ou d'égalité sous des prismes différents. Si on part de Lafayette à Marat, nous nous accorderons pour dire qu'il y a un grand écart politique, et pourtant, et l'un et l'autre ont défendu les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, ou ce que nous appellerions nous aujourd'hui de laïcité. Je mets des guillemets dans le sens où le mot n'apparaît véritablement qu'au XIXe siècle. Sur la question de la liberté, d'abord, est-ce qu'on parle de liberté? J'entends de certaines libertés, au pluriel, ou est-ce qu'on parle de la liberté? La façon dont on pose la question
amène déjà des éléments différents. Il est incontestable que Napoléon a poursuivi un champ révolutionnaire qui fut celui de la révolution des notables, c'est-à-dire ceux qui ont défendu une forme de révolution à l'anglaise, qui ont défendu les principes du libéralisme politique bien sûr, mais du libéralisme économique. Et on voit que, aussi bien sous le Consulat que sous l'Empire, la liberté d'entreprendre est respectée, que l'on peut continuer à pratiquer ce que l'on appelle la liberté de commerce, et qu'il y a évidemment une liberté de culte. Ça rejoint le dernier point. Donc de ce point de vue-là, effectivement, incontestablement, Napoléon reprend et réinvestit les principes de liberté. Si on commence à rentrer plus précisément sur le champ de la liberté, et notamment de la liberté politique, on se rend compte que déjà le bas blesse. L'un des éléments les plus percutants de la Révolution française a été incontestablement l'émergence de la presse. Alors je le précise, pourquoi ? Parce que quand on écoute quelqu'un comme Éric Zemmour, il va expliquer que la liberté de la presse et l'émergence de la presse, c'est le 19e siècle. Or, en réalité, c'est quelque chose qui commence à la Révolution et de manière absolument spectaculaire. À tel point qu'on a des dizaines et des dizaines de journaux par département, à Paris même, et avec une pluralité d'opinions et de points de vue politiques. Il se trouve que cette liberté de la presse est l'une des premières libertés qui va être freinée par Napoléon, puisque Napoléon va interdire un certain nombre de journaux, il y a une soixantaine de gazettes qui sont interdites, que dans les départements, on va même limiter le nombre de journaux, un journal par département, 4 à Paris. Napoléon est généreux. Donc on est à contre-courant de ce qui se fait évidemment sous la Révolution. Par ailleurs, la liberté des journalistes pendant la Révolution, au moins jusqu'aux années 93-94, est totale. À tel point que quelqu'un comme Camille Desmoulins, par exemple, l'homme du 12 juillet, celui qui par sa harangue a poussé à prendre les armes et à prendre la Bastille pour des raisons purement matérielles au départ, si je puis dire. Camille Desmoulins, qui avait été vertement attaqué par la presse royaliste, avait dit « Je tolère la liberté d'opinion jusqu'à la licence ». C'est-à-dire jusqu'à mon encontre, jusqu'à l'insulte me concernant. Donc cette liberté, elle est remise en cause puisque sous le régime napoléonien, ou les régimes napoléoniens, on va jusqu'à insérer des articles dans la presse. Donc la presse n'est plus libre. Donc il me semble là effectivement qu'il y a matière à discussion. Je reste sur le champ de la liberté. On ne pourra pas échapper à la sempiternelle question du rétablissement de l'esclavage dans les colonies. J'imagine que Jean-Michel nous donnera des explications et des motivations que je contesterai probablement. Mais l'esclavage, le combat abolitionniste a été l'un des fers de lance de ce qu'on a appelé les patriotes prononcés pendant la Révolution, de Robespierre à Marat, au Club des Cordeliers, avec un lobby colonial, comme on le dit aujourd'hui, très puissant, notamment sous la Constituante, qui s'est opposé vertement à ces projets d'abolition de l'esclavage. Et la Révolution y parvient enfin, en 2 temps, en août 93, à Saint-Domingue, par les représentants en mission, Paul Vorel et Saint-Onax, puis par la Convention elle-même, le 4 février 1794, et c'est le symbole de cette révolution universaliste que Napoléon va rétablir. Et donc, effectivement, on a là une entame extrêmement brutale, violente, au principe de liberté pour tous les hommes. Ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte. Peut-être que je cède la parole à Jean-Michel sur le premier point de la liberté. Si vous avez à peu près 8 minutes chacun, il va falloir un moment très court. Je cède la parole. Mesdames et messieurs les jurés, donc je tiens tout d'abord à préciser que pour moi, il n'y a pas d'un côté Bonaparte et de l'autre Napoléon après le sacre. Pour moi, et j'espère, pour moi, il n'y a pas de rupture, mais continuité entre Bonaparte et Napoléon, comme nous le verrons, entre la Révolution et lui. Un des principes les plus importants de la Révolution française est l'abolition des privilèges de naissance, et je suis surpris d'ailleurs que ça n'ait pas été évoqué, et l'égalité des droits. C'est un élément essentiel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et naturellement c'est le premier article. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Napoléon Bonaparte savait qu'il devait sa destinée à ce principe, et il ne l'a jamais remis en cause.
En effet, Napoléon est le fruit de la Révolution française. Sans elle, il n'aurait jamais pu accéder au pouvoir, car les mérites personnels cédaient devant les privilèges de naissance. Il a toujours été attaché à la méritocratie républicaine, faisant, ainsi que le dit notre président bien-aimé, d'un fils d'aubergiste et d'un tonnelier, en les personnes de Murat et de Ney, des maréchaux d'Empire. Napoléon a instauré le Code civil, ou Code de Napoléon en 1804, qui a modernisé et unifié les droits en France, confirmant l'abolition des privilèges ainsi que l'égalité devant la loi. Le Code civil de 1804 a été la plus grande œuvre de Napoléon et a donc consacré à nouveau l'abolition des privilèges de la nuit du 4 août 1789 et l'égalité de droit. À Sainte-Hélène, Napoléon a dit qu'on se souviendrait de lui pour son Code civil, qui est le grand œuvre de sa vie, et non pour ses batailles. Certes, et c'est regrettable, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles n'avaient pas le droit de vote. Mais je tiens à rappeler une nouvelle fois que l'on ne peut ni ne doit regarder le passé chaussé de nos lunettes idéologiques contemporaines. Les femmes n'ont obtenu le droit de vote en France qu'en 1945, soit 130 ans après l'abdication de l'empereur. Et encore, c'était parce qu'on considérait que l'Église avait plus d'influence sur elles et que leur vote pourrait contrebalancer l'influence du Parti communiste. Notons en le regrettant que la Troisième République n'a pas instauré le droit de vote pour les femmes. Les révolutionnaires de 1789 n'ont pas non plus accordé le droit de vote aux femmes, et Olympe de Gouges, qui militait pour que les femmes puissent accéder et participer à la vie politique, et qui a été l'origine, je vous conseille de la lire, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, n'a pas été entendue, elle a été guillotinée. Napoléon Bonaparte n'a pas été, c'est utile de le rappeler, en retrait en matière d'égalité des droits par rapport à la Révolution française. Il a maintenu l'accès de la citoyenneté aux Juifs et il n'était pas anti-musulman non plus, comme nous le verrons tout à l'heure. Reste évidemment la question épineuse du rétablissement de l'esclavage. Napoléon n'était pas raciste, car cela aurait été antinomique de la méritocratie à laquelle il devait tout. On ne trouve d'ailleurs aucun écrit raciste de sa part. N'oublions pas que Napoléon a libéré les esclaves à Malte et en Égypte, et même exprimé en 1789 qu'il ne reviendrait pas sur l'abolition de l'esclavage. Il a déclaré le 22 octobre 1801, à Saint-Domingue et en Guadeloupe, il n'y a plus d'esclaves, tout y est libre, tout y restera libre, déclare-t-il le 22 octobre 1801. Tant que la guerre dure avec la Grande-Bretagne, Bonaparte accepte le pouvoir de Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Mais dès l'automne 1801, il a été contraint de changer de stratégie. Poussé par plusieurs raisons, notamment économiques, il a effectivement rétabli l'esclavage en Guadeloupe et en Guyane en 1803. Napoléon dit qu'il a cherché des synthèses et aussi la loi de la majorité, ce qui se dégageait à l'époque. L'empereur n'était sans aucun doute pas esclavagiste fondamentalement, mais l'a rétabli politiquement aux Antilles dans un contexte économique et social qui l'y incitait. N'oublions pas que les Anglais, avec lesquels la France était en guerre, n'ont cessé de pratiquer l'esclavage aux Antilles et il a fallu attendre 1833 pour que l'Angleterre mette fin à la pratique de l'esclavage dans ses colonies. Par la suite, Napoléon dira qu'il a commis une faute en rétablissant l'esclavage et qu'il s'est trompé. Il a regretté d'avoir rétabli l'esclavage aux Antilles. D'ailleurs, en 1815, dans les actes additionnels à la Constitution lors des 100 jours, il a aboli l'esclavage en Martinique. En effet, le décret du 29 mars 1815, par décret, l'empereur Napoléon Ier, qui avait rétabli l'esclavage en Guadeloupe et en Guyane, ou qu'il avait conservé en Martinique, abolit la traite des Noirs. Napoléon, lors de son exil à Sainte-Hélène, essaie même de faire affranchir les esclaves. Concernant la question de savoir si Napoléon Bonaparte a oui ou non respecté la laïcité, il est important, comme a dit le débatteur, de définir à mon sens ce que l'on entend par laïcité. Je rappelle que la loi de séparation entre l'Église et l'État date du 9 décembre 1905. Le concept de liberté religieuse me semble plus adapté. On ne peut pas dire que les révolutionnaires aient respecté la liberté religieuse, car les prêtres étaient persécutés et l'Église suspecte, non sans raison, il est vrai, d'accointance avec la monarchie au cours des siècles. De nombreuses églises et édifices religieux ont été vandalisés et les biens du clergé ont été confisqués. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée nationale constituante confisque les biens du clergé et les met au service de la nation. Au printemps 1790 débute la vente de ces biens nationaux. Les prêtres devaient prêter serment à la Constitution sous peine d'être considérés comme réfractaires et punis de mort. Napoléon a respecté la liberté religieuse pour les catholiques, les juifs et les protestants. Et le concordat qu'il a signé en 1801 avec le pape Pie VII
a permis de pacifier les relations avec le Vatican, de rassurer une partie de la population sans revenir sur la liberté religieuse et de conscience. Rappelons-nous qu'il est écrit non pas que le catholicisme est la religion d'État, mais le catholicisme est la religion de la majorité des Français, ce qui est fondamentalement différent. Napoléon a fait le serment suivant à la fin de la cérémonie du sacre le 2 décembre 1804. Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de faire respecter les lois du Concordat et la liberté des cultes, la liberté politique et civile, de ne lever aucun impôt qu'en vertu de la loi, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. La Révolution, après la tourmente des premiers temps, n'a pas prôné l'athéisme comme religion officielle, comme ça l'est le cas en URSS. Robespierre, conscient que le peuple a besoin de croire en un principe supérieur, a instauré le culte de l'être suprême. Et à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, soit un an après la prise de la Bastille, au centre du dispositif, l'évêque d'Autun, un certain Talleyrand, dit la messe debout sur un autel de la patrie, entouré de 300 prêtres. Vous reconnaîtrez, mesdames et messieurs les jurés, qu'il ne s'agit pas d'un exemple éclatant de laïcité. Donc on ne peut pas dire que la Révolution était plus laïque que ce que Napoléon a été. Napoléon Bonaparte a été un zélateur de la Révolution. En juillet 1793, Napoléon est envoyé à Tarascon pour réquisitionner les voitures qui permettront de convoyer les munitions. En chemin, le 28 juillet, il s'arrête à Beaucaire, lors du dernier jour de la foire annuelle, et soupe avec 2 marchands marseillais, un Nîmois et un Montpellierin. Napoléon expose avec ardeur ses farouches convictions républicaines, en s'opposant aux affirmations de ses contradicteurs qui rejettent les décisions parisiennes de la Convention. Défendant la cause jacobine, j'insiste, la cause jacobine, il explique les bénéfices de la Révolution tout en justifiant les actions du général Cateau à Avignon. Donc Napoléon a écrit, dans les jours qui suivent, le 29 juillet, toujours à Beaucaire, Napoléon aurait immédiatement écrit un pamphlet politique intitulé « Le souper de Beaucaire », qui relate cette anecdote et controverse. Bien que le plan fait n'ait que peu d'effet sur les rebelles, il sera remarqué par un certain Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, ainsi que par Christophe Stalicetti, politicien corse et ami de la famille qui fera publier et distribuer. Le texte contribuera à l'avancement de l'ambitieux soldat de Napoléon qui se verra confier la charge de l'artillerie durant le siège de Toulon. Cette amitié avec Augustin Robespierre a failli coûter la vie à Napoléon Bonaparte après la chute de l'Incorruptible. Il a été enfermé en effet au fort Carré d'Antibes et le 9 août 1794, Bonaparte, comme je l'ai dit, est emprisonné au fort Carré d'Antibes, suspect d'amitié avec Robespierre, et il y restera 10 jours. Par chance, il échappera à la guillotine. Et il a retrouvé, après ses fonctions, grâce à l'intervention également de Barras. Oui. Est-ce qu'on peut... Ah, d'accord. Oui. Je pensais que tu on avait dit un quart d'heure. Ah d'accord, j'ai pas vu le temps. D'accord. Bon, alors, juste pour conclure, réponse à Jean-Baptiste. Sur ce point, Bon. Oui. Sur ce point. Non, vas-y. Attends, voilà, je me disais que lorsqu'il a créé également la Légion d'honneur au début constituait en cohorte gagée sur les biens nationaux, et Napoléon a bien rappelé que la Légion d'honneur n'était pas un ordre de chevalerie. Si l'on voulait une preuve de plus de son inscription dans le siège républicain, Napoléon a fait exécuter le duc d'Enghien le 21 mars 1804, signant ainsi un point de non-retour avec les royalistes. Royalistes qui d'ailleurs ne se sont pas trompés en organisant l'attentat de la rue Nicaise le 24 décembre 1800, quand Napoléon se rendait à l'opéra. Il y a eu 22 morts et Napoléon a réchappé également par miracle. Il a accusé les Donc, par miracle. Et c'est les royalistes avec Cadoudal qui ont été à l'origine de l'attentat. Je vous remercie, mesdames et messieurs les jurés de votre attention. Bravo Jean-Michel. Voilà. On va laisser quelques minutes pour la réponse de Ah mais on fait, on fait des réponses. Je pensais que chacun, oui. Oui, en fait, Jean-Michel, peut-être tout le temps de... Ah d'accord. On va laisser d'autres minutes d'accord. à Jean-Baptiste. Alors très rapidement, sur la question des femmes. Les femmes jouent un rôle prépondérant pendant toute la Révolution française. Et ce n'est pas la Révolution qui renvoie les femmes à la maison, c'est Napoléon. Sur la question du droit de vote des femmes, les femmes n'obtiennent pas le droit de vote pendant la Révolution. Mais de nombreux révolutionnaires, Condorcet notamment, Guillaumard, demandent ce droit de vote des femmes. À tel point que, je me perds dans les notes, voilà. Tout homme de l'un ou l'autre sexe, dès qu'il est parvenu à l'âge de maturité, a droit de consentir sa réunion au corps social, et alors il est citoyen. C'est Gilbert Rome
qui demandent ça, et donc il y a un certain nombre de députés qui demandent ce droit de vote des femmes. Les femmes votent dans les clubs particuliers, dans les clubs politiques. Elles votent notamment à la Société républicaine de l'un et l'autre sexe. Elles votent au club des Cordeliers. On s'aperçoit à partir de 1793 que sur le partage des biens communaux, notamment dans l'Est de la France, des femmes commencent à voter, et dans les assemblées primaires. Il y a évidemment là un non-achevé de la Révolution, puisque de nombreux autres députés, Robespierre en premier, se sont opposés à ce droit des votes des femmes. Sur Olympe de Gouges, il serait temps aussi de cesser les mythes. Olympe de Gouges n'était pas pour le droit de vote des femmes. Olympe de Gouges était pour le droit de vote des femmes possédantes, des femmes riches, et elle s'inscrivait de fait dans le projet des constituants établissant un régime censitaire. Et donc la question est plus complexe que ça, et si Olympe de Gouges a été jugée et condamnée, ce n'est pas parce qu'elle était une femme et parce qu'elle était pour le droit de vote des femmes, c'est parce qu'elle a participé à alimenter l'insurrection dite fédéraliste, c'est-à-dire la guerre civile des classes privilégiées dans les départements contre la convention dite montagnarde qui demandait des mesures d'exception et des mesures sociales pour permettre au peuple de pouvoir bénéficier de mesures de régulation économique et pour pouvoir frapper comme il se devait les traîtres à la patrie, comme les royalistes qui ont livré Toulon aux Anglais. Convient-il là aussi de le rappeler? Sur Olympe de Gouges, je remercie mon cher confrère d'avoir fait tomber à nouveau le couperet de la guillotine sur Olympe de Gouges. Déjà qu'elle avait perdu la vie, elle perd également le combat sur la mémoire, mais je la défendrai. Comme le duc d'Enghien qui se fait fusiller. Pourquoi devrions-nous protéger le duc d'Enghien, ne pas protéger le duc d'Enghien et protéger Olympe de Gouges? Le duc d'Enghien avait monté... Oui, évidemment. Bien entendu. Et Olympe de Gouges, un attentat contre la République. Et contre la République démocratique et sociale. D'ailleurs, tous les placards d'Olympe de Gouges contre Robespierre et contre Marat, ce n'est pas parce que Robespierre et Marat auraient été d'horribles tyrans, mais parce qu'ils demandaient que le peuple participât à l'exercice démocratique. Sur la question de l'égalité... Donc elle l'avait bien cherché. Alors, attention parce que... Je ne partage pas ce point de vue. 2 minutes encore. Sur la question, comme les Jacobins, la centaine de Jacobins déportés par Napoléon, à qui il fit porter le chapeau de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, alors que, effectivement, les responsables de cet attentat étaient les royalistes, et quand on s'aperçoit, comme l'avait dit Fouché, que les responsables de l'attentat étaient effectivement les royalistes, on ne fait pas revenir la centaine de Jacobins déportés. On les a laissés pourrir à Cayenne. Et les Jacobins ont été l'âme de la Révolution. Ils ont été l'âme de la Révolution. Que l'on soit pour ou contre ces Jacobins. L'âme, au sens de l'âme tranchante, avec des milliers de morts. Comme les 3000 soldats, les 3000 prisonniers de guerre tués, fusillés en Égypte, probablement. Il ne faudrait pas oublier que la violence révolutionnaire a précédé la Révolution. La violence a précédé la Révolution. La violence a continué après la Révolution. On a d'ailleurs parlé d'une terreur blanche. Et sur la question de la violence... Par les monarchistes, la terreur blanche, pas par Napoléon. Non, bien entendu. Mais de l'accuser. Je n'accuse pas Napoléon d'avoir été un contre-révolutionnaire. Napoléon n'a pas été un contre-révolutionnaire. Napoléon n'a pas poursuivi les démarches qui étaient voulues par la Révolution. Le Code civil dont vous nous avez parlé, effectivement, renvoie les femmes à leur statut de mineurs juridiques. Et pour finir, sur la question... La Révolution permet aux femmes je l'ai expliqué, la Révolution assure aux femmes une participation permanente à tout le processus révolutionnaire, qu'il se fût agi des journées d'octobre, qu'il se fût agi de la participation dans les clubs, et même quand les robespierristes ferment les clubs de femmes, on a des révolutionnaires comme les antipolitiques d'Aix qui écrivent à la Convention et qui, effectivement, s'opposent à ces prises de décision. Et si les femmes sont à ce moment-là ciblées, elles le sont comme le seront après les hébertistes, parce qu'elles demandent l'ultra-révolution, pas parce qu'elles sont des femmes. Et je tiens vraiment à finir sur la question de l'égalité. Oui, il y a une volonté méritocratique chez Napoléon, elle est incontestable, et la Légion d'honneur est là pour le démontrer, mais Napoléon rétablit une forme de noblesse. Il établit une noblesse d'empire. En mars 1806,
2 mois après avoir abrogé le calendrier républicain. C'est dans les institutions révolutionnaires. 2 mois après avoir abrogé le n'y voyez pas malice, et surtout, cette notion de noblesse d'empire, elle se repose sur le majorat, je finis vite là-dessus, elle repose sur le majorat et le fait que l'aîné puisse montrer qu'il... On passe à la question suivante. Oui, pardon. Mesdames les jurés EES, pensez à Olympe de Gouges et à toutes les femmes qui ont été opprimées durant la Révolution. Et d'ailleurs, on peut parler de Marie-Antoinette et combien d'autres femmes, et qui n'ont jamais eu droit vote au chapitre, droit de vote. Et la Révolution n'a jamais donné le droit de vote également aux femmes. Marie-Antoinette, c'est bien C'est un oubli, peut-être, hein. Marie-Antoinette, c'est bien cette reine qui communiquait les plans de bataille et les mouvements de troupes des armées françaises. C'était une femme amoureuse de Fersen et qui a été dépassée par les événements. Voilà. Par les événements. On va passer à la question Bon, suivante. alors, a-t-il conservé? Alors, Non, justement. alors avant de la poser, oui. comment vous voulez fonctionner? Non, Est-ce que non, vous voulez d'abord parler et après... on parle après, oui, on parle après. Tous les deux. Non, on parle après. Oui, c'est bien comme non, ça. on parle après. Chacun fait ça et après on peut se débattre. Parce que, je m'adapte. Alors, question numéro 2. Alors. Napoléon a-t-il conservé les institutions révolutionnaires en termes d'organisation de l'État? Voilà. Alors, la parole est à Jean-Michel. C'était pas marqué en Tarandez. termes d'organisation de l'État. C'était Non, c'est a-t-il rajouté, Alors, oui. il faut pas rajouter ça parce que D'accord, c'est pas ce qui était on va- marqué. C'est a-t-il conservé les institutions révolutionnaires? Vous verrez à quel point c'est important. Qu'entend-on par institution révolutionnaire? Le tribunal révolutionnaire, à la justice expéditive officier le terrible Fouquetinville. Le comité de salut public a instauré la terreur sous Robespierre, occasionnant des milliers de guillotinés. La terrible guillotine. Le directoire qui fait preuve de son impuissance. La spoliation des nobles et leur bannissement de la communauté nationale du seul fait de leur naissance. Le soupçon et la délation contre les soi-disant traîtres à la patrie érigés en quasi-institution. Je ne regrette pas, mesdames et messieurs jurés, je pense que vous non plus, que les institutions que je viens de citer n'aient pas été maintenues. Les valeurs de la Révolution, elles, ont été maintenues et elles en sont la véritable institution. Abolition des privilèges, égalité de naissance, méritocratie, liberté religieuse. De plus, notamment sous le consulat, Napoléon Bonaparte a doté la France d'institutions stables et solides. Citons le premier consul le 8 mai 1802, s'adressant au Conseil d'État lors de la discussion relative au projet de loi de la Légion d'honneur. On a tout détruit. Il s'agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce? Des grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j'y serai, je réponds bien de la République, Mais il faut prévoir l'avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise? Vous vous trompez fort. Nous sommes maîtres de l'affaire, mais nous ne l'avons pas. Si nous ne l'aurons pas, si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit que sont les institutions. Je vous rappelle, Napoléon Bonaparte a doté la France de nombreuses institutions. En voici quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive, car le temps imparti pour le débat n'y suffirait pas. Elisabeth couperait. Le préfet, institué en 1800, la Banque de France, les lycées, l'Ordre national Légion d'honneur, le franc germinal, le code civil, le code pénal, etc. Ces institutions, le Conseil d'État, ces institutions sont si pertinentes et solides qu'elles façonnent encore notre paysage administratif et qu'elles ont été de source d'inspiration pour de nombreux pays, notamment le code civil. Alors ne regrettons pas les institutions révolutionnaires. Napoléon, je viens de le rappeler, a créé le franc germinal en 1803. Le franc germinal a été la première monnaie définie par un poids de métal fixe et a permis de relancer l'économie. La stabilité du franc germinal s'est maintenue jusqu'en 1914. Doit-on regretter le scandale politico-financier de la Compagnie des Indes en 1793 ou la banqueroute des assignats en 1797? Quelle est la définition, chère Elisabeth, du terme institution? C'est l'action d'instituer quelque chose, un organisme, mais aussi une norme ou une pratique sociale. Pour résumer, Napoléon a maintenu les principes révolutionnaires d'égalité, de méritocratie, de liberté religieuse, et c'est ce qui était le plus important. Il a fait mieux que les maintenir, je dirais qu'il les a raffermis. En effet, quels étaient les droits de la défense devant le tribunal révolutionnaire où le jugement était défini à l'avance? Faux. Et en dotant la France d'institutions fortes, il a évité le chaos qui privilégie toujours les plus forts et opprime les faibles. Or, protéger les citoyens par un État stable est aussi une pratique qui n'est pas opposée aux idéaux initiaux de la Révolution française. Observons aussi que le leader corse, certains d'entre vous le connaissent, Pascal Paoli,
dont la Constitution a inspiré la Révolution américaine et la Révolution française, s'est éloigné lui aussi des dirigeants révolutionnaires français, car il était en désaccord avec la terreur et l'exécution du roi. Mais tout comme Napoléon Bonaparte, il n'a jamais renié ses principes et ses valeurs. Napoléon Bonaparte a rétabli les titres de noblesse, car il savait que c'était un moyen de s'attacher à la fidélité et la reconnaissance d'hommes utiles à la nation, car c'est ainsi que les hommes sont faits. D'ailleurs, quand il a créé la Légion d'honneur, ce n'est pas, nous l'avons vu, pour restaurer les ordres de chevalerie, mais car il connaissait bien la nature humaine, il avait besoin de s'attacher le soutien de soldats, de savants et de bourgeois. D'ailleurs, il a répondu en 1802 au conseiller d'État qui s'inquiétait de ce que la Légion d'honneur viole le principe révolutionnaire d'égalité. C'est avec des hochets qu'on mène le monde, les hommes. Avec des hochets qu'on mène les hommes. Là, j'ai ça, chacun a des pins, vous voyez. De Gaulle disait, les Français conçoivent l'égalité comme la possibilité pour chacun d'avoir des privilèges que d'autres n'ont pas. Il était lucide. Alors, Napoléon Bonaparte était attaché à l'abolition des privilèges et la méritocratie. Il n'attachait pas d'importance aux origines nobles qu'on lui prêtait et qu'il avait. Il disait, mon nom commençait le 18 Brumaire et mes titres résident dans mon épée. Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais il y avait une autre raison plus complexe, c'était les ruses de la raison de Hegel. Hegel, un philosophe également allemand, qui considérait que l'histoire allait dans un sens de plus en plus de liberté, et que parfois elle utilise une ruse, à savoir que Napoléon a conservé les principes également aussi révolutionnaires, même si le gouvernement pouvait être également autoritaire, et que ça a permis, après, à la liberté également de progresser à terme. On n'a pas le temps de le développer, mais c'est un sujet passionnant, ça. Quant à l'établissement de l'Empire, c'était pour Napoléon un moyen d'assurer la stabilité et la pérennité de la France, qui était menacée de toutes parts, entourée de monarchies jurant sa perte. Et il avait pour but de rassurer les monarchies de l'Europe. Mais les principes révolutionnaires de suppression des privilèges, d'égalité, de droits, de liberté religieuse étaient préservés. Et je le rappelle à nouveau, c'est l'essentiel. Alors, pour résumer, je dirais, m'inspirant du célèbre adage « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse », qu'importe le régime, pourvu que les principes des Lumières soient préservés. Je vous remercie de votre écoute. Merci d'apporter de l'eau à mon moulin, parce que ça amène la question et le peuple dans tout ça. C'est toujours intéressant de voir, quand on discute avec des monarchistes et des bonapartistes, qu'on parle de la République sans jamais parler de démocratie. Et qu'on parle toujours d'une révolution inachevée. On parle des principes de liberté économique, on parle de l'égalité devant la loi, c'est très bien, mais quand il s'agit de parler des faits et de la façon dont le peuple s'approprie le processus politique, dans la façon dont le peuple peut participer à l'élaboration des lois, il y a tout de suite beaucoup moins d'arguments. Et effectivement, c'est un peu, cher Jean-Michel, ce que tu viens de nous rappeler et de nous démontrer. C'est oublier les plébiscites. Napoléon s'est toujours appuyé oui, avec des votes truqués. Et on va y revenir. Il n'était pas truqué. Ce n'était pas un démocrate américain. Il n'était pas truqué. Alors, il me semblait que chacun pouvait exprimer son point de vue. Alors, du coup, puisque je suis accusé de verser dans le Trumpisme, sachez, permettez que je puisse aller au bout de ma démonstration. Quand on remarque dans certains départements, suite au plébiscite, on a 3 à 4 fois plus de voix que de votants, il me semble qu'on peut objectivement parler de bourrage d'urne. Dans quel département? Où? Donc, je poursuis. Je poursuis. Quand vous évoquez la violence révolutionnaire ou la question de la liberté religieuse, je me permets de rappeler que la loi de séparation des églises et de l'État en France, ce n'est pas le 9 décembre 1905, c'est le 21 février 1795. Mais ça a été appliqué le 9 décembre 1905. Non. Ça a été appliqué jusqu'à l'adoption du Concordat, abrogeant de fait la loi de séparation de 1795, dont les articles précisaient. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour au lieu de culte, inviter les citoyens. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, ni de quelque manière que ce soit. Ça, c'est pas 1905, c'est 1795. Pourquoi est-ce que la Convention thermidorienne adopte cette loi-là? C'est justement parce qu'il y a eu un vent déchristianisateur. Et il est toujours important, quand on fait de l'histoire, de recontextualiser. La terreur serait arrivée comme ça, tout bonnement, parce qu'il y avait des cannibales
qui avait une soif irrévocable de sang. Non, il ne s'est rien passé auparavant. Je rappelle qu'avant 1793, les révolutionnaires, jusqu'à Robespierre, qui a demandé l'abolition de la peine de mort, refusée par un certain nombre de ceux qu'on appellerait plus tard les Girondins. C'est ça que l'on est en conformité avec ses valeurs, hein, parce que si Robespierre était contre la peine de mort... Robespierre a demandé, comme Rome, politique, je ne t'ai pas coupé, cher Jean-Michel, Robespierre, comme Rome, ont demandé l'abolition de la peine de mort. Il se trouve qu'entre 1789 et 1793, les révolutionnaires tentent la réforme. Et que face à cette réforme, et face à cette volonté d'avancer, on oppose une contre-révolution dont la religion est le ciment. Convient-il de rappeler que toute l'Europe s'est coalisée contre la France et que les révolutionnaires ont dû affronter des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur. Et convient-il de rappeler qu'avant la Révolution française, il y eut d'autres révolutions en Europe, que toutes ces révolutions, toutes, sans la moindre exception, à Liège, dans le Brabant, ont toutes, sans exception, été saignées. Elles ont été saignées par leur monarchie, aidées par des armées coalisées étrangères. Et que nombre de ces patriotes, de ces gens de la liberté, sont venus comme Cloutz, sont venus en France, ont pu témoigner de ce qu'ils avaient vu. Et que face à cette situation exceptionnelle, des révolutionnaires ont pris le parti, ont fini par prendre le parti de mesures d'exception. Par rapport à la question de la terreur, il convient de rappeler que contrairement à une légende largement répandue, il n'y a pas absence d'avocat ou de défense. Les procès étaient équitables. Les procès, d'abord il y avait des procès. Oui. Les protestants qui ont été massacrés à la Saint-Barthélemy n'ont pas bénéficié de procès. Les 3000 soldats, on parle de monarchie, on parle pas de Napoléon, les 3000 soldats que Bonaparte fait fusiller à Jaffa, 3000 prisonniers de guerre n'ont pas bénéficié de procès. N'ont pas bénéficié de procès. Sur la question des institutions, la Révolution, contrairement à ce que l'on pense, et c'est le système jacobin qui veut ça, est un système politique totalement décentralisé. C'est-à-dire que les Jacobins ont pensé un système où l'exécutif et l'exécution de la loi seraient totalement décentralisés. D'où le jacobinisme. Oui, le jacobinisme, c'est l'inverse. Non, c'est au contraire, c'est factuel. L'historiographie travaille là-dessus depuis 30 ans. On associe le jacobinisme au centralisme, alors que c'est au contraire une vision fondamentalement décentralisée pour une raison simple, c'est que les Jacobins ne voulaient pas d'un système politique centralisé parce que c'était pour eux revenir à l'ancien régime et au pouvoir d'un seul. Et dans la pensée jacobine, trop souvent confondue avec la pensée montagnarde à partir de l'automne 1793, il faut que l'essentiel du pouvoir repose sur le maire. Que la municipalité, en fait, soit le socle du pouvoir et qu'il y ait un processus d'élaboration de la loi entre le local et le national. À tel point que les représentants, pendant la Révolution, je le précise, tout le monde est élu. Tout le monde. Même les juges. Je le dis avant de me faire traiter de trumpiste, c'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent qu'il faut revenir à l'élection des juges. Les prêtres, les évêques sont élus pendant la Révolution. Les prêtres, les évêques, tout le monde, dès que l'on occupe et les prêtres réfractaires, quel est leur sort? Les prêtres réfractaires. Quel est leur sort? Les prêtres réfractaires, justement, c'est intéressant. Oui. On se retrouve dans des situations qui peuvent fort penser à aujourd'hui. Les prêtres réfractaires, la constituante leur donne la possibilité de pratiquer le culte réfractaire, mettant par là même en danger ceux qui ont été constitutionnels. Les prêtres réfractaires finissent par être déportés, et pour ceux qui continuent à alimenter la contre-révolution et à vouloir saigner le mouvement populaire, comme c'est le cas à Aix-en-Provence, comme c'est le cas à Marseille, eh ben effectivement, il arrive un moment où ils se retrouvent jugés et guillotinés. C'est intéressant que vous reveniez sur la guillotine. Napoléon a aboli la peine de mort. Est-ce que Napoléon a aboli la peine de mort? Non, Napoléon n'a pas aboli la peine de mort. Vous avez vous-même fait remarquer que Napoléon donc il a conservé l'institution révolutionnaire de la peine de mort. Il était proche de Robespierre. Le débat. Hein. Absolument. Il a conservé l'institution de la peine de mort. Et pour quelle raison est-ce qu'on installe la guillotine? La guillotine, le problème de cet instrument, c'est qu'effectivement, il y a une théâtralisation de la mort autour de ça. Le principe de guillotin, au départ, dans la mesure où, contrairement à ce que demande par exemple Robespierre, la peine de mort n'est pas abolie, les révolutionnaires partent du principe que tout le monde, tout condamné à mort doit avoir la tête tranchée. Aura la tête tranchée. C'est-à-dire tout le monde
bénéficiera de la même. Mais c'est vrai avant la Révolution, il n'y a pas de peine de mort. On ne roue pas vif les gens. On ne les écartèle pas. On ne les pend pas. C'est la Révolution qui invente la violence politique. Ravaillac écartelé, et c'est pas la Révolution. Et donc, sur la question... Et on parle pas de Napoléon, Napoléon n'est pas comptable de ce qui se passait sous la monarchie. Non, mais absolument. Je suis simplement en train d'expliquer que la problématique des leaders révolutionnaires, c'est d'encadrer, voire de freiner la violence populaire. Et c'est l'objet de la loi de terreur, la loi des suspects. Contrairement à ce qu'on pense, la loi des suspects, c'est pas la loi de grande terreur. La loi des suspects vise à accélérer les procédures pour faire le tri dans les prisons. La loi de grande terreur, effectivement, c'est plus de 1000 personnes exécutées en 6 semaines, pendant lesquelles Maximilien Robespierre ne siège pas au comité de salut public. Et que nombre de ceux qui se sont retournés contre lui, je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas robespierriste, je suis maratiste, c'est pire. Contrairement à ce qu'on pense, Robespierre n'a pas été l'accélérateur de la terreur. Au contraire, il a même dû se justifier aux Jacobins de ne pas être un modéré. C'est dire. Donc je finis très vite. Oui. Sur les institutions révolutionnaires. Oui, mais parce que du coup, comme Jean-Michel est parti sur d'autres choses, il a fallu que je revienne sur la question de la liberté religieuse. Je suis resté sur les institutions, en disant les institutions, c'est les normes, c'est la valeur. Je suis resté là, donc je constate qu'on n'a parlé d'aucune création de Napoléon. C'est mon adversaire. Non, mais juste, oui, bien sûr. Alors, je engagé dans des chemins de finis en 2 minutes. De détails. Je finis en 1 minute. Les municipalités sont le socle du pouvoir pendant la Révolution, ce n'est plus le cas sous Napoléon. Les départements ont des pouvoirs importants, ce n'est plus le cas sous Napoléon. Pourquoi ? Parce que chacun de ces représentants est élu en direct par le peuple et que le procureur général syndic, qui est le trait d'union entre le national et le local, n'est pas nommé comme un préfet par Napoléon, il est élu sur son territoire par ses concitoyens. Et je reviens sur la question de la séparation. Oui, la Révolution établit bien une loi de séparation des églises et de l'État, et c'est bel et bien Napoléon qui fait revenir les émigrés qui ont conspiré contre la patrie pendant qu'il déporte les Jacobins qui ont porté la Révolution. Alors attendez. Je passe la parole à voilà, alors juste sur ça, la force du temps ne doit pas masquer la faiblesse des arguments. Quand on dit, voilà. Rhétorique. On parle à aucun moment de toutes les créations administratives, également napoléoniennes, qui ont permis de maintenir le plus important, les principes révolutionnaires. Et là, on parle des Jacobins, quand on voit que la Révolution a participé au génocide également vendéen, et Napoléon a refusé de servir également en Vendée, peut-être pas un génocide dans le sens, mais au massacre également de Vendéens, quand on voit à quel point les colonnes également infernales, et que là, on se plaint également de quelques également jacobins. Donc mon adversaire... Les conventionnels ont rappelé Carrier pour le faire juger parce qu'il a fait un Vendée. Moi, j'ai pas d'admiration spéciale pour Marat. Moi, j'ai une admiration pour la France et également aussi pour Napoléon qui représentait la France. Alors, je voulais dire... Les institutions, Napoléon les a maintenues, il a conservé les principes, c'est le plus important. Et je constate qu'on a... Alors, à entendre mon contradicteur, on a l'impression également que les institutions étaient merveilleuses sur la Révolution et que Napoléon, finalement, n'a rien apporté. La preuve, toutes les institutions napoléoniennes sont maintenues également de nos jours. Si les institutions révolutionnaires ont contribué à l'instabilité également du régime, également aux difficultés économiques, aux passions également parfois tristes de certains éléments du peuple qui exercent une pression sur d'autres également en matière d'élection. Donc je ne regrette pas du tout que Napoléon ait permis de maintenir. Et d'ailleurs, quand tu dis que des révolutions ailleurs en Europe ont été écrasées par les royalistes, vous voyez, on anticipe déjà, on voit que sans Napoléon, la Révolution française aurait elle aussi également été écrasée. Ça, on le verra tout à l'heure. Alors maintenant, il faut le troisième. Question suivante. Jean-Michel. D'accord, question suivante. Tu t'assois. Question suivante. Je vais passer la parole à Question Jean-Michel. suivante. Tout va bien ? Très bien. Il faut qu'on descende ou c'est bon ? Non, c'est bon, C'est parfait. C'est parfait. J'ai fini par le lever, j'ai chaud.
faut faire un peu de buzz, hein, c'est comme au catch, hein, c'est bon, il faut pas... On a un bon filmeur. Voilà. Allez, maintenant on va parler des guerres napoléoniennes. Voilà. Ont-elles été un moyen de propager la révolution ou Comment ont-elles répondu à une logique impérialiste? Je passe la parole à Jean-Baptiste. Les deux, mon général. Alors d'abord, je conteste l'idée de guerre napoléonienne. C'est-à-dire que pour le coup, Napoléon poursuit des guerres qui ont été entamées par la Révolution, ou du moins par des révolutionnaires. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque où cette, je ne sais plus comment tu as dit Jean-Michel, cette pauvre Marie-Antoinette supplie son beau-frère de venir tomber sur les révolutionnaires. Elle écrit à son frère, elle lui écrit, ou à son cousin, elle lui écrit « Le plus grand service que vous pouviez nous rendre, c'est de nous tomber immédiatement sur le corps. » Mirabeau fait la même chose. Hein. Oui, alors c'est intéressant. Mirabeau est un cas intéressant, mais on note que c'est Jean-Michel qui nous amène sur d'autres éléments. Mirabeau... Jean-Michel Machine, c'est Jean-Michel Machiavelli. Mirabeau, et il fait partie, comme Lafayette, de ces notables qui voulaient une révolution de notables. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut l'assumer. Une fois encore, je note que plusieurs fois, Jean-Michel, tu as parlé de république sans jamais prononcer le mot démocratie. Démo, Kratos. Pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Ou Kraiten, celui qui commande. Ça pourrait nous amener à la question de la souveraineté. Il se trouve que pendant la Révolution, Napoléon, effectivement, était des premiers républicains, comme les Girondins. Or, ces républicains n'étaient pas démocrates. Et que pour nombre de démocrates pendant la Révolution, on préfère s'accommoder d'une monarchie constitutionnelle parce qu'on part du principe, on croit, je pense que c'est une erreur, qu'ainsi on contrôlera mieux le roi. Il se trouve qu'ils se sont trompés, c'est d'ailleurs pour ça que le roi est renversé. L'objectif initial de la Révolution n'était pas de faire tomber la monarchie, mais d'établir une monarchie constitutionnelle. Même Marat, dans son projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen en octobre 89, dit que le système le plus adapté à la France, c'est la monarchie. Et je le dis en étant un républicain radical. Donc, il faut remettre ça en perspective. Donc les révolutionnaires, nombre de révolutionnaires, de démocrates, pensent que la République n'est pas forcément une bonne idée parce que ce qu'ils craignent, c'est l'établissement d'une République à la Florentine, si vous voulez. C'est-à-dire où une espèce d'armée de notables détiendrait le peuple, dont on exclurait, détiendrait le pouvoir, dont on exclurait le peuple. Il n'empêche qu'on a des révolutionnaires qui sont des républicains précoces, comme Camille Desmoulins, comme les Cordeliers, et qui demandent la République. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ce que je veux dire, c'est que le chemin est beaucoup plus sinueux et que je suis toujours interpellé que l'on parle des violences révolutionnaires réelles. C'est bien sans jamais expliquer ce qui a amené ces violences-là. Je pourrais vous parler du complot de la contre-révolution à Aix-en-Provence. Pas très loin d'ici. Mais je vais le faire. Donc, mais justement, la guerre, c'est l'élément qui accélère le processus révolutionnaire et qui déclenche le cycle de violence. Puisque, comme je l'ai expliqué, dans la mesure où il y a une collision de faits entre le roi et la reine d'une part et les monarchies coalisées de l'autre, il y a effectivement une accélération de ce processus, plus la rumeur, etc., etc. Les Girondins, quand ils arrivent au ministère, les Girondins, qu'on appelle à l'époque les Brissotins, parce qu'ils sont autour de la personnalité de Brissot, qui ne sont pas du tout, contrairement aux aberrations de Michel Onfray, favorables à la décentralisation, bien au contraire, je rentrerai dans les détails plus tard éventuellement, les Girondins demandent à ce que Louis XVI déclarât la guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils partent du principe, je cite Roland ou Brissot, j'ai un doute, la guerre est une nécessité à notre tranquillité intérieure et à nos finances. Donc il y a la volonté de mener une guerre de rapine. Et en plus, il y a parmi les Girondins beaucoup d'idéalistes, d'utopistes, qui vont dire « Oui, mais comme ça, nous allons exporter les principes de la Révolution. Et comme ça, nous allons faire en sorte que la Révolution puisse transpirer et du coup se diffuser partout. » Ce à quoi quelqu'un répond « Remettez l'ordre chez vous avant de vouloir porter la liberté ailleurs. » Personne n'aime les missionnaires armés. Maximilien Robespierre. Robespierre, Marat, Billaud Varenne, vous savez, ces cannibales qui avaient besoin de sang, se sont tous, sans exception, opposés à la guerre voulue par les Girondins et espérée par Louis XVI. Et donc, effectivement, une fois que cette guerre est déclenchée, j'expliquerai pourquoi, dans la réponse de Jean-Michel, ces hommes-là, qui sont des démocrates, j'insiste,
Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à la guerre? En fait, effectivement, il y a une espèce de cycle infernal qui amène la Révolution à affronter des armées coalisées, et Napoléon, pour le coup, effectivement, n'a pas d'autre choix que de faire la guerre. Napoléon a sincèrement voulu la paix. Je ne le remets pas en cause. La paix d'Amiens, c'est effectivement Napoléon qui l'établit. Et effectivement, je ne ferai pas, pour le coup, ce procès à Napoléon d'avoir été un conquérant aveuglé par la soif, en fait, de gloire militaire, même si on ne peut pas complètement l'exclure. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il a lu Alexandre, César, etc. etc. Hein. Mais il est condamné à faire la guerre, parce qu'on lui déclare systématiquement la guerre. Néanmoins, il s'engouffre tout seul dans sa folle Russie. Il n'écoute pas Caulaincourt qui lui dit... Il n'écoute pas Caulaincourt qui lui dit « Revenons en arrière, équipons-nous pour l'hiver ». Mais pourquoi il va campagne de Russie? Ah mais bien sûr, non, mais je ne remets pas en cause le fait, le blocus continental. Je ne dis pas que Napoléon ne devait pas faire la guerre à la Russie. Je dis qu'il a improvisé une campagne et que, n'écoutant pas son état-major, il n'a pas voulu faire machine arrière, puisqu'Alexandre III savait très bien qu'il ne pouvait pas affronter Napoléon, et que Napoléon était plus fort que lui. Donc il s'est dérobé, il a laissé rentrer en Russie, jusqu'à Moscou, s'enfoncer dans le cœur de l'hiver russe, et au final se suicider. Napoléon avait la possibilité de faire demi-tour, de s'équiper pour l'hiver, il ne l'a pas fait. Bon. Mais je ne fais pas le procès à Napoléon d'avoir poursuivi des guerres qui n'étaient au préalable pas les siennes, et dont effectivement... je finirai là-dessus, il s'est servi pour un projet impérialiste. Quand les armées révolutionnaires puis napoléoniennes entrent dans les pays européens, comme, entre guillemets, l'Allemagne, Napoléon est acclamé comme un libérateur. Et très rapidement, tout change. On va le voir comme un occupant. À tel point qu'un certain Ludwig van Beethoven rature ce qu'il avait écrit pour Napoléon. Et quand est-ce que les gens s'inquiètent? Au moment où Napoléon, en Europe, hein, au moment où Napoléon se fait sacrer empereur. La parole à Alors, bravo. Mesdames et messieurs les jurés, je tiens tout d'abord à préciser que Napoléon a dû, quand on l'a reconnu mon contradicteur, a dû affronter 7 coalitions et que les guerres contre ces coalitions lui ont été imposées, ainsi qu'à la France. Le terme de guerre napoléonienne est donc usurpé, je suis d'accord, et surtout utilisé par les ennemis de la France. Napoléon n'a pris l'initiative d'affronter les coalitions des ennemis de la France que durant la guerre d'Espagne en 1808 et lors de la campagne de Russie en 1812. Et encore, c'était dans le premier cas car les dissensions dynastiques agitaient le pays, également l'Espagne, il y avait un contexte particulier, et que le Portugal ne respectait pas le blocus également continental. On ne va pas rentrer dans tous les détails, essayons d'avoir des idées claires et de ne pas nous perdre dans les méandres également des fleuves, dans les querelles également des détails byzantins. Car le tsar n'a pas respecté les traités de Tilsit, qui en 1807 régla la paix entre l'Empire et la Russie. En effet, le tsar a levé le blocus contre l'Angleterre et son entourage fomentait une guerre contre la France. Et concernant la guerre d'Espagne, Napoléon espérait que le peuple espagnol, opprimé par la monarchie et par l'Église, allait accueillir les Français comme des libérateurs, car ils apportaient les principes révolutionnaires qui ont mis à bas la monarchie en France. Et Thérèse de Mayo. Or, Or, une grande partie du peuple espagnol est restée endoctrinée par l'Église, qui a déclenché une sorte de guerre sainte contre les Français, présentant Napoléon Bonaparte comme l'antéchrist. C'est, mesdames et messieurs les jurés, une preuve supplémentaire que Napoléon s'inscrivait dans le sillage idéologique de la Révolution française. Les Espagnols, eux, ne se sont pas trompés. La France, avant l'arrivée de Napoléon au pouvoir, a dû affronter plusieurs coalitions de monarchies européennes qui ne pouvaient accepter la mort de Louis XVI et surtout l'exemple et l'espoir qu'apportait la Révolution française à certains de leurs sujets épris de liberté et d'égalité. Ces armées coalisées ne sont pas trompées non plus et ont vu dans Napoléon, même devenu empereur, le continuateur de la Révolution. Elles lui ont donné ainsi en creux un brevet de continuateur de la Révolution française. Comme je le dis souvent, Napoléon doit affronter de nos jours une 8e coalition, allant ennemi de notre pays, wokiste, adepte de la cancel culture, et il doit mener la bataille la plus difficile, celle de la mémoire. Je suis pas woke. Aidons-le, je vous en prie, mesdames et messieurs les jurés. Napoléon Bonaparte a toujours vu son régime menacé, car il était le continuateur de la Révolution et il a été obligé de mener bataille.
Il disait fort justement, conscient qu'il resterait ontologiquement illégitime aux yeux des monarchies européennes, que contrairement aux rois d'Europe, il ne pouvait pas se permettre de perdre une bataille. Il n'a pas mené de guerre impérialiste, au sens que ce que revêt ce terme de nos jours comme synonyme de domination et d'oppression d'un forcément méchant, contre les opprimés dépeint en victimes au cœur noble et pur et en damnés de la terre tels qu'ils sont présentés. Il donne les droits de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen au peuple conquis. Il répand les idées de la révolution en Europe. Au contraire, les armées napoléoniennes, j'allais dire révolutionnaires, ouvraient la porte des ghettos où étaient enfermés les juifs en Europe. Napoléon n'est jamais revenu sur l'acquisition par eux de la qualité de citoyen, ce qui était une exception en Europe. À Jaffa, il aurait dit, si j'avais été juif, j'aurais reconstruit le temple du roi Salomon. Et Napoléon n'est pas anti-musulman non plus. Aux populations qu'il rencontre à Alexandrie, dans le souci d'apaiser les esprits, il promet qu'il se convertira à l'islam, preuve de sa bonne foi. Je le cite, « On dira que je viens détruire votre religion, ne les croyez pas. Répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, et que je respecte Dieu, son prophète et le Coran. » Ce n'était pas un Attila ou un conquérant sans scrupules, mais il était au contraire très cultivé et respectait l'histoire et la spiritualité des peuples. Napoléon, en menant l'expédition d'Égypte en 1798, s'est entouré de savants et il avait un profond respect pour l'Égypte antique, contrairement à ce que laisse à croire le déplorable film de Ridley Scott, où on le voit faire tirer sur les pyramides. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Au contraire, Napoléon, en disant « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent », rendait hommage au passé et à son influence sur nos vies. Je ne vais pas, ce n'est pas le but ici, disséquer et disserter sur toutes les batailles napoléoniennes ni sur l'évolution des cartes géopolitiques sous le consulat et l'Empire. Ce que l'on peut constater, c'est que la France a répandu son code civil et ses institutions dans les pays sur lesquels elle a étendu son influence et elle a fait évoluer les mentalités qui étaient marquées par les structures psychiques archaïques issues de sociétés imprégnées d'inégalités de naissance. Cet esprit des Lumières et l'universalisme qui lui est associé ont même été à l'origine du sentiment national allemand, alors que ce qui deviendra l'Allemagne était morcelé en États, royaumes et duchés concurrents, sinon opposés. Que cela ait eu des conséquences néfastes pour les relations entre la France et l'Allemagne, après de la Première Guerre mondiale, de 1970 sur la Première Guerre mondiale, dans l'avenir est une autre histoire et un autre débat. Je rappelle le sujet, qui est de savoir si les principes de la Révolution française se sont propagés en Europe. Je dis oui. Non. Lors des victoires des armées napoléoniennes, alors je dis encore plus oui, la réponse est clairement oui. Non. Voilà. Donc j'ai essayé de vous montrer par des arguments qu'on peut répondre oui, je vous fais confiance en votre âme et conscience pour le réaliser malgré ce nom de principe. Combien tu donnes Est-ce que je peux avoir Non, j'ai 2 minutes. Il convient très vite de rappeler que si des révolutionnaires s'opposent à l'idée de la guerre offensive, c'est parce que justement ils craignent l'arrivée de Jules César. Pardon, de Napoléon. Sauf qu'ils ne pensent pas à Napoléon à ce moment-là. C'est-à-dire, soit nous perdons, et la révolution est finie, c'est le retour au statu quo, soit nous allons avoir un homme providentiel, auréolé de succès, qui va pouvoir profiter de cela pour prendre le pouvoir. Force est de constater qu'il ne s'était pas trompé. Et que sur cette question des principes qui sont diffusés du Code civil, oui, le Code civil de Napoléon, pas celui qui a été pensé par la Révolution et qui est mis en arrêt à l'été 1793 parce qu'il y a la guerre, à l'extérieur, à l'intérieur, et qu'en l'occurrence, les révolutionnaires, je me permets d'insister là-dessus, n'ont pas statué sur la minorité juridique des femmes, que les révolutionnaires ont légalisé le divorce en septembre 92. Je reviens sur la séparation des églises et de l'État, sur le fait que Robespierre lui-même, et une fois encore, je ne suis pas robespierriste, je n'ai jamais été modéré, sur le fait que Robespierre lui-même se soit porté comme défenseur de la liberté de culte. C'est la raison pour laquelle il a sabré ceux qui étaient accusés de véhiculer, je cite, un athéisme aristocratique. Je pense que c'est une erreur d'appréciation. Et donc, effectivement, ce sont tous ces éléments-là qui sont en contradiction avec ce que finalement Napoléon a fait. Il s'est inscrit dans la poursuite d'une révolution libérale, libérale conservatrice, mais certainement pas dans la continuité d'une révolution qui se voulait démocratique, populaire, et qui entendait permettre au peuple
de participer au processus d'élaboration de la loi. Les clubs politiques n'existent pas sous Napoléon. Vous me direz qu'effectivement, il n'existe pas non plus. Il n'y avait que des bourgeois dans l'école politique, il n'y avait pas des gens du peuple. Ah ben, il n'y avait pas des gens du peuple. Travaillant sur une thèse sur les clubs politiques où je vois des maçons, des boulangers, des artisans, des gens. Très peu, d'ailleurs, la franc-maçonnerie s'est largement divisée sur le processus révolutionnaire. Donc effectivement, je vois des gens qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas signer des procès-verbaux, qui écrivent dans un français très 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 approximatif et qui effectivement s'opposent à une bourgeoisie dominante parlementaire. Tous les révolutionnaires étaient des bourgeois. C'est faux. C'est Alors, faux. Qu'est-ce qui est vraiment du peuple? C'est faux. Attends, ouais, bon. C'est faux. Le peuple, ouais. C'est faux. Les députés, oui, bien entendu. Oui. Les députés, oui. Et pourquoi? Mais les députés, oui, Et parce pourquoi? qu'ils savaient lire, qu'ils savaient écrire, qu'ils savaient compter. Déjà, Voilà. accessoirement. Ces bourgeois-là Oui. ont mené, comme l'avait dit Engels, la révolution la plus radicale d'Europe. Et ces bourgeois-là ont établi des projets d'éducation et d'instruction publique, avec notamment le souhait d'une école primaire gratuite, obligatoire pour les garçons et les filles. Force est de constater que ce n'est pas ce que l'on voit dans l'école de Napoléon, qui est une école d'élite, c'est vrai, pour les élites, et qui entend laisser l'école primaire à la charge des familles. Napoléon, il y a l'égalité également, n'oublions pas, l'égalité également devant la loi, des droits, l'égalité en droit, l'égalité également aussi des conditions également juridiques et la méritocratie républicaine. Et quand l'autre débatteur parle de démocratie et populaire aussi, je pense aux démocraties populaires. Je vous laisse juger ce que sont ces deux termes également accolés. Et je ne suis pas, je ne défends pas ni la Chine, ni la Russie. Jean-Michel, Jean-Baptiste. Oui, pardon. Et rassurez-vous, bien qu'il soit pro-marin, je ne me considère pas comme Charlotte Corday. Donc il peut prendre son bain tranquille. Je n'aiguise pas les couteaux. Voilà. C'est justement l'une des origines de la terreur. Oui. L'assassinat de Marat. C'est intéressant. Comment critiquer la terreur sans analyser, sans prendre le temps d'analyser. Lisez l'Ami du peuple. Si vous avez l'occasion, vous lisez l'Ami du peuple, vous verrez à quel point c'était un acte d'humanisme, que les écrits transpiraient d'une fascination pour le genre humain. Absolument. Oui. Vous aurez tout alors bon, absolument. Pour résumer vos arguments. Bien sûr, bien sûr. On va passer à la question 4. Alors les monarchistes. Un peu d'Uchronie. Donc les monarchistes auraient-ils repris le pouvoir plus tôt sans Napoléon? Je passe la parole à Jean-Michel. Alors, ainsi que je l'ai indiqué, la France révolutionnaire a dû mener plusieurs guerres contre les monarchies européennes qui avaient juré sa perte, car elle était un exemple dangereux pour les peuples. La révolution n'aurait donc su être acceptée en raison de sa nature même. Donc la révolution, pour les rois, c'était impensable parce qu'elle pouvait donner des idées également à leur peuple. Napoléon Bonaparte a sauvé la République à plusieurs reprises. Les menées royalistes et contre-révolutionnaires ont été constantes et elle aurait pu aboutir sans Napoléon Bonaparte. En voici quelques exemples. Faut-il évoquer le siège de Toulon? En 1793, le siège de Toulon est un conflit militaire qui a eu lieu de septembre à décembre 1793, après que les royalistes se sont emparés de la ville et l'ont livrée aux Britanniques. Il oppose l'armée de la Première République française à ses ennemis coalisés. Alors que les généraux français font preuve d'impuissance, un jeune capitaine, du nom de Napoléon Bonaparte, parvint à exposer et à imposer son plan, s'emparer des forts, dont celui de l'Aiguillette, du Petit Gibraltar et du Mulgrave, et fait canonner la flotte anglaise qui est obligée de fuir, livrant ainsi la ville aux troupes révolutionnaires françaises. Le capitaine Napoléon devint alors directement général de brigade. Autre exemple du rempart qu'a constitué Bonaparte contre le retour des monarchistes. Le 5 octobre 1795, le général Louis-Michel Auguste Thévenet, dit général d'Annican, plus connu, se met en tête d'une partie des gardes nationaux venus renforcer les sections royalistes. Celles-ci tentent de marcher sur les Tuileries, siège de la Convention, mais sont repoussées. À 15 heures, la Convention est cernée. Les sectionnaires insurgés, soit environ 25 000 hommes, s'efforcent de fraterniser avec les soldats qui défendent la Convention. Paul Barras donne l'ordre d'ouvrir le feu et Napoléon Bonaparte commande aux canonniers de tirer. Avant ou après procès? Il laisse la mitraille tirer pendant 3/4 d'heure. Il y a environ, hélas, 300 morts parmi les insurgés sur les marches de l'église Saint-Roch, mais on ne fait pas de la politique avec des bons sentiments. La révolution est ainsi sauvée. Je rappelle que la Convention, siège du pouvoir, était cernée par 25 000 royalistes et que le régime était fragile, attaqué de toutes parts, à l'intérieur des frontières comme à l'extérieur. Napoléon Bonaparte a été la cible de nombreux attentats, fomentés par des royalistes
des royalistes, qui voyaient bien en lui un ennemi, lui conférant à mes yeux, et je pense aux vôtres, un brevet de légitimité révolutionnaire. C'est ainsi que le 24 décembre 1800, on en parlait, il y a l'attentat de la rue Nicaise, je ne dis pas Saint-Nicaise parce qu'elle n'était pas simple, la rue Nicaise, le 24 décembre également 1800, alors que Napoléon se rendait à l'Opéra de Paris, 22 morts, 28 personnes blessées, il en a réchappé par miracle. Cette tentative d'assassinat contre Bonaparte a été planifiée par les Chouans, dont l'un de leurs chefs, Cadoudal. Je ne vais pas, rassurez-vous, vous relater les nombreuses guerres et batailles de l'Europe que l'Europe coalisée a imposées à la France, et à travers elle, à Napoléon Bonaparte. Souvenons-nous simplement qu'en 1796, Napoléon Bonaparte a pris le commandement de l'armée d'Italie. Cette dernière était à l'image des armées de la République, en piteux état, affaiblie et même exsangue par les guerres intervenues contre la France. Elle ne devait d'ailleurs que participer à une manœuvre de diversion envers l'armée autrichienne. Voici que le discours que Napoléon Bonaparte a tenu à ce soldat de l'armée d'Italie. Soldats, vous êtes nus, mal nourris, le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montriez au milieu de ces rochers sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront à votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage et de constance? Cela ne rappelle-t-il pas un passage de l'Internationale qui ne sera écrite qu'en 1071 par Eugène Potier? Nous ne sommes rien, soyons tout. Paradoxal pour un contre-révolutionnaire que serait, selon la citation de Napoléon Bonaparte, ou quelqu'un qui n'a pas continué la révolution. Une chose est sûre, tout au long de son épopée, de 1795, les sophistes étaient très intelligents, contrairement à ce qu'on pense. Absolument. Tout au long de son épopée, de 1795 à 1815, sans le génie militaire et le charisme de Napoléon Bonaparte, les armées coalisées auraient défait l'armée française et, aidées par les royalistes de l'intérieur de notre pays, auraient sans nul doute rétabli la monarchie. Napoléon disait d'ailleurs fort justement qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre une bataille. D'ailleurs, quand les armées coalisées pénétrant sur le territoire national de la campagne de France en 1815 ont forcé Napoléon à abdiquer le 6 avril 1814 et à s'exiler sur l'île d'Elbe, qui est revenu au pouvoir? Un révolutionnaire? Non. Louis XVIII, frère de Louis XVI. Merci Napoléon. La défaite de Napoléon a entraîné non le rétablissement d'un gouvernement républicain, mais celle de la monarchie. Il vous fallait une preuve encore plus éclatante. Qui est revenu au pouvoir après l'abdication de Napoléon le 22 juillet 1815 et son exil à Sainte-Hélène? À nouveau le podagre de Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui est revenu de Gand en Belgique dans les valises de l'ennemi. Si vous avez besoin, mesdames et messieurs le juré, d'une ultime preuve de la persistance de l'influence royaliste qui n'aurait pas permis l'avènement du gouvernement républicain, songez qu'à la mort de Louis XVI en 1824, c'est un autre frère de Louis XVI, en la personne de Charles X, qui a régné jusqu'à 1830. Puis de 1830 à 1848, c'est à nouveau un roi qui a régné en la personne de Louis-Philippe. Alors oui, n'en doutons point, sans Napoléon Bonaparte, les Bourbons seraient revenus au pouvoir, bien plus tôt et revenus plus tôt. Cela signifie encore plus arrogant et animé d'esprit de revanche. Souvenons-nous de la Terreur blanche en 1815, qui a vu des monarchistes mettre à mort des bonapartistes. C'est ainsi que le maréchal Brune, victime d'une foule de royalistes ivres de sang, est tué d'une balle dans la nuque à Avignon, le 2 août 1815. Sans Napoléon Bonaparte, la révolution aurait été écrasée, la monarchie aurait été rétablie, les biens nationaux rendus aux nobles, et pire, bien pire, les principes révolutionnaires auraient été enterrés. Je vous remercie. Bravo. Jean-Baptiste, tu as la parole. Merci beaucoup Jean-Michel de me démontrer que j'ai raison et que les bonapartistes sont encore prisonniers du mémorial de Sainte-Hélène. Alors, personne n'a remis en cause la gloire de Napoléon et son génie militaire. C'est même l'une des premières choses que j'ai reconnues. Et je suis vraiment heureux d'entendre parler de Toulon, parce qu'il se trouve que ces horribles jacobins marseillais et aixois se sont mobilisés dans la défense de Toulon et les projets de défense, les projets de reprise de la ville. À tel point que, par exemple, tous ces bourgeois issus de la maçonnerie, je ne parle pas de la franc-maçonnerie, des petits boulangers, des petits maçons qui savaient à peine lire et écrire, ont échangé directement avec le général Carteau au moment de la prise de Toulon, et ce sont ces horribles patriotes sanguinaires qui, à Aix, Marseille et aux alentours, se sont battus, ont levé des dons patriotiques pour pouvoir fournir des armes
et livrer des canons à la ville. Cela n'enlève rien, absolument rien, au génie et au courage de Napoléon qui reprend la cité. Et comme tu as reconnu que ces victoires napoléoniennes, notamment sur Toulon, étaient un frein à l'avancée monarchiste, je suis certain de bonne foi que tu reconnaîtras qu'on peut à ce moment-là reconnaître aussi le mérite et le rempart que furent les députés, les conventionnels qui se battirent les armes à la main sur le front, y compris Saint-Just, l'archange de la terreur, à qui l'on doit la victoire de Fleurus. Je me permets de rappeler que entre l'arrivée de Napoléon et la chute de Robespierre, les champs de bataille tournent à l'avantage des armées françaises et que c'est bien la chute de ceux que l'on a appelés les montagnards et les crétois qui amène l'instabilité politique et qui amène la déflagration militaire. Oui, mesdames, messieurs les jurys, je me permets de vous rappeler que sans Robespierre, Marat, Billaud-Varenne, sans tous ces gens-là, la France, la Révolution et la République seraient tombées bien avant que Napoléon ne put même être général. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est absolument. Est-ce que sans Napoléon, c'est absolument le sujet. Justement, j'y viens. C'est le sujet. Le sujet est central. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une propagande bonapartiste qui explique que la République allait tomber d'elle-même, comme un fruit mûr, et que le général Napoléon est arrivé, le sabre à la main, pour la sauver. Alors, il se trouve que la réalité historique est tout à fait différente. Et là, regardez. Mais oui. Oui. Voilà une preuve. Le pot d'alcool, oui. C'est le juré. Voilà la preuve. Le pot d'alcool, ce moment où Napoléon tombe de cheval, tombe du pont, manque de se noyer. Même Thierry Lenz a dit la scène était absolument ridicule. Thierry Lenz, qu'on ne peut pas accuser d'être un robespierriste de la première heure. Et ça, c'est l'image, l'illustration de la propagande, c'est-à-dire une scène qui n'a pas existé. Et c'était un publicitaire avant l'heure. Le génie d'ailleurs. Absolument. Comme César avant lui. Donc. Non, la République n'était pas prête à tomber. Il se trouve d'abord que la République n'était pas à bout de souffle, contrairement à ce qu'on pense. Il se trouve effectivement qu'en 1798, les néo-jacobins, les républicains démocrates de gauche, remportent des élections. Et que ces élections sont invalidées par le Directoire, qui a un coup d'État quasiment tous les ans. Il se trouve qu'en 1799, on retrouve à Paris et dans toute la France une floraison de clubs politiques, une presse républicaine qui, de longue date, s'était inquiétée de l'arrivée de Napoléon au pouvoir. Il se trouve effectivement que ces gens sont traités d'anarchistes par le pouvoir directorial et que le pouvoir directorial ne craint pas que les monarchistes reviennent au pouvoir. Ils ont peur des Jacobins. Et alors ils vont chercher un sabre. Napoléon. Le coup d'État du 18 Brumaire, mesdames, messieurs les jurés, n'est pas pensé contre les monarchistes, mais contre les néo-jacobins. La République a été violée 2 fois. Alors effectivement... On peut la violer à condition de lui faire de beaux enfants, comme vous avez effectivement, le duc d'Enghien est une cible de Napoléon. Mais comme Napoléon, je le répète, a déporté des centaines de Jacobins après l'attentat du 25 décembre 1800, et lorsqu'il sait que ce sont des royalistes qui ont commis cet attentat-là, Napoléon ne fait pas revenir les militants jacobins en question. Le consulat, déjà, ne faisait pas l'unanimité, y compris dans l'armée. Les généraux républicains, comme Bernadotte, par exemple, Bernadotte, maintenant qui a fondé la monarchie suédoise et qui a pris les armes contre la France. Tout à fait. Je vous laisse vos témoins, vos références. Aubrune, voilà, je vous laisse. Aubrune craignent le retour des calotins. C'est ce qu'ils disent au moment du Concordat. Alors là, j'ai le catéchisme impérial qui va, j'espère Marc que tu es assis, qui va à contre-courant de l'idée républicaine. De l'Église, du pape, des évêques, des pasteurs comme ceux des monarques civils, des princes et des magistrats. Les chrétiens donneront à l'empereur amour, respect, obéissance, fidélité, service militaire, paieront tribut pour conserver et défendre l'Empire et son trône. C'est le catéchisme impérial. Mais qui c'est ?
C'est le catéchisme Oui, impérial. le catéchisme n'est pas appliqué. Bah, Napoléon ça- a accordé ça le vient- droit de vote ça aux vient- juifs, aux autres. Donc Ça vient pas de nulle part, le C'est pas catéchisme l'église. impérial. Il vient de qui alors? Ça vient de qui? Justement, c'est Napoléon. Ils diront C'est lui qui leurs a écrit ça. prières Napoléon n'a pas écrit rendues. ça, non, non. Ils diront leurs prières rendues à Objection. l'empereur pour le salut et Il a la pas dit ça. prospérité spirituelle de l'État. Objection. Dieu a C'est rendu faux, c'est l'empereur C'est dispensateur faux. des dons de paix, de guerre sur la terre. Il en demeure le ministre La image liberté de religieuse sa a été puissance donnée par sur Napoléon. ce sujet. Non, mais ça, c'est faux là. Donc, L'impérial, c'est- ce que je veux simplement dire, Oui. c'est que non seulement Napoléon Bonaparte n'a pas été un rempart contre les royalistes, il a d'abord été le coup de glaive qui a fait tomber les derniers républicains, mais en plus, à l'issue de l'expérience impériale, nous avons des décennies d'expérience monarchiste C'est autre chose. et de restauration monarchiste. On dit pas ça. Pourquoi? Parce que pendant le consulat et l'empire, il est interdit de parler de révolution. Il n'y a plus rien qui s'écrit sur la révolution. Et que les mouvements patriotes révolutionnaires, si on sort l'armée, évidemment, ont été décimés. Et qu'il n'y a plus personne dans le pays en capacité de faire vivre l'idéal républicain. Et que, bien entendu, l'Église, par le Concordat, est ressortie renforcée parce que légitimée officiellement, C'est faux. Non. et que, de fait, la restauration monarchiste a été rendue Là, c'est possible. un révisionnisme historique. L'Église n'est pas, le catholicisme n'est pas devenu la religion d'État, J'ai pas dit mais ça. la religion de la majorité des Français. Absolument. Là, on a l'impression que Napoléon est revenu sur les libertés religieuses, alors que Napoléon n'est jamais revenu sur ses libertés également religieuses. Donc ça, il faut quand même le préciser. Et quand on voit les maréchaux, les généraux également de Napoléon, qui ont fait preuve également de génie, on voit à quel point cette méritocratie républicaine a permis de mettre les hommes les plus compétents aux places qu'ils auraient dû occuper, alors qu'avant, c'était des privilèges également de naissance, et on aurait eu certainement des marquis ou des ducs également dans Il n'y ces avait pas de régimes généraux qui n'avaient pas la républicains capacité. issus du hors des rangs de la noblesse Mais il y a pendant la Révolution. Alors qu'il y a beaucoup, Pendant la Révolution, ça n'existait il y a pas. beaucoup de nobles, comme les courantes, qui ont servi dans les rangs également aussi napoléoniens. Donc Napoléon acceptait des gens venus de tout horizon, puisque la distinction devait être fondée que sur l'utilité commune, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En plus, au retour des émigrés. Et le retour des immigrés. Il a Quelle accepté- erreur! Ah, quelle erreur! Non. Le retour des émigrés. Non. Donc, Ils le ont rien retour fait. des émigrés. Ils ont rien fait. Qui étaient les émigrés? Les émigrés, ce sont ces aristocrates qui, dès 1789, Oui. donc pas le moment où ces vampires jacobins assoiffés de sang prennent le pouvoir. Oui. Non, non, on parle au moment où Mirabeau, Lafayette, le Hérode et de Monde sont au contraire autour du roi et de la reine. Non, il y a déjà des gens, à ce moment-là, qui prennent le parti des partis. de fuir la France, de trahir la France. Pas Et tous. Non. Pas tous. tous. les émigrés Pas quittent tous. le territoire J'ai eu national. peur. Du côté de quoi? Ah, ils ont eu peur. Eh oui. Ils ont eu peur. On l'a guillotiné. Ils ont eu peur. Et bien, De ils nos allaient- jours, c'est toujours la faute des immigrés. Hein. C'est immigré, d'accord, immigré, d'accord. C'est intéressant Ne de rentrons voir pas en dans cette fait frontière, que les monarchistes n'ont plus besoin des néo-jacobins Oui. pour sabrer la révolution, il suffit d'écouter des bonapartistes. Donc vous êtes en train de vous verser à un exercice Pas du tout, pas du très tout. contradictoire. Non? Jean-Michel, tu nous expliques Oui. d'un côté Oui. que Napoléon a été le rempart Oui. contre les royalistes, Oui. et dans le même temps, c'est très macronien ça. Non. Et dans le Non, même temps, pas du tout. tu nous expliques que il est normal que les émigrés soient partis et il fallait les faire Non, revenir. non, Amnistie. c'est toi qui es. Mais pourquoi les Jacobins n'ont pas- C'est toi qui es macronien dans l'absence de compréhension des choses. Je dis pas ça. Ça Je sera- dis ça sera la dernière Napoléon n'était pas était contre les royalistes en tant qu'institution, en tant que volonté de rétablir la monarchie, mais il n'était pas contre les royalistes en tant qu'être humain. Et du C'est- moment que rien à certains voir, pouvaient... c'est un sophisme ça. Non, pas du tout, parce qu'il y en a certains qui ont servi Napoléon. Alors, tous ceux Oui, qui avaient des bien origines sûr. nobles auraient dû être exclus, ne serait-ce que parce qu'ils avaient une particule, et devenir à nouveau des ci-devant, et être chassés, alors que certains Alors ils aimaient se la sont France chassés et tout voulaient seuls. revenir. Ils se sont chassés tout Mais pas seuls. tous sont pas partis. Alors, d'abord, dès Beaucoup de gens ont refusé. Dès 89, ils sont nombreux à partir. Qu'ensuite, effectivement, il y a des décrets qui sont demandés contre les prêtres. Talleyrand est resté. Contre. Il était prince. Hein. Mais Il Talleyrand. était prince. Hein. Mais une fois Et combien encore, d'autres, hein. la question n'est pas celle de la Oui. noblesse, la Oui. question est celle du rapport à la révolution.
Est-ce qu'on est pour ou contre le processus révolutionnaire? Après, moi, étant clémenciste et pas macronien, je ne considère pas que la révolution est un bloc. Il y a des révolutions dans la révolution. Bien. Le propos n'est pas de dire qu'un tel est aristocrate ou non. Là, on parle des émigrés, c'est-à-dire ceux qui, parmi les aristocrates, ont émigré et se sont retournés contre la patrie. Et effectivement, Napoléon vote une loi d'amnistie. Mais leurs biens ne leur ont jamais été restitués. Non, contrairement à ceux de l'Église. Les biens nationaux sont restés. Sauf ceux de l'Église. Une partie, mais les biens nationaux sont restés. La question des biens, c'est encore autre chose. Là, on parle du retour de ces émigrés qui, évidemment, n'ont rien à voir avec la restauration monarchiste. Non. Mais par contre, il n'y a pas d'amnistie contre les Jacobins. Il n'y a pas d'amnistie contre les patriotes qui ont fait la révolution. Et une fois encore, je n'ai pas dit que Napoléon était un contre-révolutionnaire. Ça n'a jamais été mon propos. Je dis que Napoléon n'a pas poursuivi... Non, nous ne sommes pas d'accord. Non, parce qu'il y a des nuances, justement. Alors, je sais qu'il y a les progressistes, les conservateurs, et que c'est la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est les méchants, ou inversement. Moi, je m'inscris dans des nuances intellectuelles de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la question est de se demander... Qu'est-ce que Napoléon a perpétué? Il n'a pas perpétué les principes de la Révolution, il a perpétué des principes juridiques qui étaient ceux d'une révolution incomplète, pensée par des gens comme Mirabeau ou Lafayette. Tu as beaucoup parlé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tu n'as pas parlé de celle de 1793. D'ailleurs, la Constitution... Elle n'a jamais été appliquée. Si, elle a été suspendue. C'est pas la même chose. Ouais, elle n'a pas été appliquée. On la cite, Jacques. Oui, pardon. Je suis en train de faire une conclusion. Alors, vas-y. Elle fait une conclusion, puis je ferai... non, je répondais, mais je peux faire une conclusion. Ah bon? Non, parce que j'avais l'impression que tu parlais... Pardon, non, je pardon, je suis désolé. Non, alors, ce que je vous propose, tous les deux, c'est d'échanger... tous les deux arguments, non, 3 minutes chacun. Sans changer, on conclut chacun, et après les questions du public. Mais juste après les questions du public. Oui. La question de départ. Oui. Napoléon Ier est-il un continuateur ou un fossoyeur de la Révolution? Alors, et je passe la parole allez, à la conclusion. En 3 minutes chacun, voilà, c'est bon. Et après, la question du public. Ça vous va? On finit par la défense, c'est classique. Oui. Non, mais je ne me plaindrai pas que le vote fût truqué. Je dois admettre que je ne suis pas venu ici en pensant que je remporterai cette élection. C'est la France qui doit la remporter, l'élection. C'est pas ni toi ni moi. Absolument. Je te remercie de dire ça parce que les mots les plus récurrents dans les sources des sociétés populaires, de ces horribles jacobins, je ne suis pas jacobin, ils étaient trop modérés pour moi, c'est patrie, patriote, patriotisme. Les premiers à avoir défendu la France, à s'être battus pour la France, ce sont ces gens de la Révolution que l'on fait passer incessamment pour des monstres sanguinaires, tout en admettant l'utilité des répressions sanguinaires que Napoléon lui-même a commises. Si l'on admet que le général Vendémiaire eut raison de saigner une insurrection royaliste, il n'y a pas objectivement, honnêtement, de raison de contester cette nécessité à ceux des révolutionnaires qui, pendant 5 années durant, ont essayé la réforme. Je rappelle au passage, je sais que ça a du mal à diffuser dans l'opinion publique, mais que pendant la période dite de la terreur, celle qui voit notamment l'abolition de l'esclavage, l'établissement du maximum des prix sur les denrées de première nécessité, y compris la viande et le miel, on procède à 1/3 d'acquittement. 1/3. Donc 2/3 de condamnation à mort. Hein. Et que sur les 2/3 de condamnés à mort, il n'y a pas des victimes innocentes qui n'ont pas conspiré contre la patrie, qui ne se sont pas évertués à saigner le peuple. La reine Marie-Antoinette donnait aux armées étrangères les mouvements de troupes des armées françaises. Même à l'Action française où j'ai fait une conférence, on m'a reconnu ce point. C'est dire, hein, je ne peux pas dire que ce sont des néo-jacobins. Alors, la question n'est pas de savoir si Napoléon fut un grand homme d'État ou pas. Il l'est. La question n'est pas de savoir si Napoléon fut ou non
un stratège militaire génial. Il l'est. La question n'est pas non plus de dire que Napoléon est un monstre cruel qu'il faudrait canceller. Je suis anti-woke. Ce n'est pas du tout l'objet. Je me suis même offusqué que Dominique de Villepin, je crois, ne participait pas à la commémoration de la bataille d'Austerlitz. Oui, en 2005, par contre, il était à la fête de l'UMA. Donc, ne me réduisons pas à une espèce de cancelleur. Non, la question, c'est de savoir si Napoléon a poursuivi ou non les principes de la Révolution. Et la réponse est non. J'ai démontré, avec le rétablissement de l'esclavage, qui a coûté à la France un empire américain et les Antilles. Non, il n'était pas perdu. Il n'était pas perdu et les dernières recherches historiques démontrent qu'il y avait au contraire un pont possible avec Toussaint Louverture, dont je ne suis pas un admirateur. Il a lui-même maintenu l'esclavage à Saint-Domingue sur la partie espagnole de l'île. Donc je reconnais les choses. Mais l'idéal universaliste de la Révolution réside précisément dans cette volonté d'établir la liberté et l'égalité pour tous les hommes. Tous, sans exception. Et ce que fait Napoléon, c'est saigner cet idéal-là en rétablissant l'esclavage. Et non, il ne le réabolit pas. Il abolit de nouveau, en 1815, la traite. C'est-à-dire le commerce. C'est ce que voulait, en leur temps, la Société des Amis des Noirs. C'est-à-dire, on va abolir la traite, et puis, dans le temps, peut-être, que nous arriverons à une abolition de l'esclavage. George Washington avait Absolument. C'est pour ça que j'ai une pensée émue pour Ramayad, qui sent des micro-agressions quand elle voit la statue de Colbert à l'Assemblée nationale. Je me dis qu'en vivant à Washington, elle doit vraiment vivre des macro-agressions. Colbert, juste du code de noir. Donc du coup, la parole, pour finir, à Napoléon, au-delà du statut juridique des femmes, statut de mineur juridique, le rétablissement d'une noblesse d'empire, la discrimination de nouveau établie sur les enfants naturels, etc. Citoyens, la révolution est fixée au principe, ça veut tout dire, au principe. Hein, l'égalité devant la loi. Les faits, c'est autre chose. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Alors, quand on dit principe, c'est les valeurs également révolutionnaires. Donc, quand on dit fini, c'est pas en ce sens. Hein. Napoléon a mis fin aux excès de la Révolution en conservant ses principes fondamentaux. C'est pas une déclaration d'intention. Que sont la fin des privilèges et la méritocratie, c'est les deux éléments les plus importants. Pour paraphraser Sully, qui disait que la France était labourage et pâturage, je dirais que la République, c'est fin des privilèges et méritocratie. Et si n'avait pas été là, la République aurait été écrasée par les royalistes et le retour au droit de naissance et en ancien régime aurait été acté. Et nous y trompons pas, mesdames et messieurs les jurés. Le parfum est plus important que le flacon et les valeurs des Lumières, des droits de l'homme et des libertés religieuses ont pu, grâce à l'État fort et stable, être mieux que préservés, raffermis. Et puis, mesdames et messieurs les jurés, je pense que vous êtes conscients des dangers de la cancel culture, du Napoléon bashing, qui n'est que l'autre face du rejet de notre histoire. Sujet. Si tout en étant... C'est ça mon sujet. Si tout en étant lucide, c'est le sujet fondamental. Nous rejetons Napoléon Bonaparte et notre histoire. D'autres narratives vont s'imposer de la part de ceux qui seront fiers de l'histoire de leur pays. Narratif qui remplacera notre roman national. Mais même en étant objectif, j'espère vous avoir convaincu que Napoléon a été le continuateur de la Révolution française et surtout de son âme et de ses valeurs. Et il espère, Napoléon, que vous lui reconnaîtrez. Je sais que vous ne le décevrez pas après tout ce que nous lui devons. Je salue le talent de mon adversaire lors de ce débat, car la cause qu'il a défendue avec brio n'était pas facile, bien qu'elle soit devenue de nos jours la seule politiquement correcte. Je vous rappelle qu'en 2005, la France n'a pas commémoré la victoire d'Austerlitz, alors que les Anglais commémorent également Trafalgar. Mais je suis cependant d'un point de vue totalement différent du sien. Et si par hasard, certains étaient pris d'un doute parmi vous, n'oublions pas ce principe juridique essentiel, le doute doit profiter à l'accusé. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, et place aux questions et débats avant que, mesdames et messieurs les jurés, vous votiez à votre âme et conscience, fort de la conviction que vous serez forgés. Merci encore.
deux débatteurs. Merci à toi pour la modération. Bon, c'était un débat passionné, très intéressant. Et maintenant, place à vos questions.